On accueille maintenant notre invité, c'est vous, Roland Marchal. Bonjour à vous. Vous êtes chercheur au Centre de recherche internationale Sciences Po, spécialiste de la Corne de l'Afrique. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions. Roland Marchal, on vient d'entendre les témoignages de ces déplacés. Ils racontent l'enfer qu'ils ont vu et vécu à El Fasher et ce qu'ils ont aussi vu sur la route de leur fuite. Comment espérer que l'appel lancé notamment par des humanitaires, l'appel à ouvrir des couloirs puisse être entendu et respecté aujourd'hui par les paramilitaires qui tiennent El Fasher? Écoutez, on est quand même au-delà des émotions légitimes suscitées par ces massacres. On est quand même dans un moment un peu nouveau dans cette crise, dans la mesure où le secrétaire d'État américain, pour la première fois, a très explicitement parlé des massacres à El Fasher, de la responsabilité essentielle des forces de soutien rapide et également des soutiens dont cet organisme bénéficiait au niveau régional ou international. Donc jusqu'à présent, il faut bien le dire, la diplomatie internationale et notamment la diplomatie occidentale prenait quand même beaucoup de pincettes pour évoquer cette question. On a réellement fait un pas en avant. Maintenant, comment ça va se traduire d'une part en termes de pression sur les Émirats arabes unis, mais aussi très vite, il faudra envoyer le même type de message parce que le gouvernement soudanais à Port-Soudan bloque aussi une partie de cette aide humanitaire. Donc il faudra aussi avoir une démarche symétrique vis-à-vis du gouvernement. Et c'est un enjeu de négociation, mais disons un peu d'espoir malgré tout dans une situation qui est complètement désespérée. Mais comment est-ce que vous, le spécialiste du Corne de l'Afrique que vous êtes et spécialiste de cette région, comment vous qualifiez ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Darfour, ce qui est en train de se passer notamment aussi au Kordofan voisin? Est-ce que c'est une guerre ethnique? Est-ce que c'est une guerre territoriale? Est-ce que c'est autre chose? C'est une guerre, si vous voulez, c'est une guerre qui a commencé comme l'affrontement de deux groupes armés bien structurés pour le pouvoir à Khartoum. Parce que, disons, dans un contexte politique très particulier. Cette guerre, elle a rapidement évolué de deux façons. Il y a eu, d'une part, des puissances extérieures au Soudan, voisines ou de la grande région, qui sont intervenues et qui ont armé un camp contre l'autre. Hein. Et c'est bien de parler des Émirats arabes unis, mais quand même, n'oublions pas ce qui se passe du côté de l'armée soudanaise, avec le rôle quand même belligène qu'a eu l'Égypte, la Russie, l'Iran, la Turquie et sans doute le Qatar et l'Arabie saoudite à un moindre degré. Et puis, donc il y a eu ce premier changement. Et le deuxième changement, c'est que dans les combats qui ont eu lieu, ces deux groupes qui étaient relativement structurés, petit à petit se sont défaits. Et on a eu des deux côtés, pas avec la même intensité évidemment, de façon relativement différente, mais quand même de façon tout aussi préoccupante, de plus en plus des actions qui visaient les communautés civiles, qui étaient jugées parce qu'elles étaient liées ethniquement aux combattants, qui étaient jugées des victoires ou des agissements des combattants armés. Et donc, à partir de ce moment-là, la guerre, elle a évolué vers quelque chose qui, aujourd'hui, de mon point de vue, relève beaucoup plus d'une guerre civile, avec évidemment une dimension ethnique qui est particulièrement forte à El Fasher, dans la mesure où El Fasher était la capitale d'un groupe ethnique qui s'appelle les Zaghawa, qui joue un rôle essentiel dans les recrutements pour les mouvements armés qui ont été réellement, dans cette bataille, joué un rôle essentiel contre les forces de soutien rapide. Donc il y a des règlements de compte d'ampleur qui sont en train de prendre place, et c'est ce à quoi on assiste. Je dirais aussi d'un autre côté, on voit une diplomatie des superlatifs de la part des agences onusiennes parce qu'il n'y a plus d'argent et qu'il faut donc alerter et pousser les donateurs à être beaucoup plus généreux et en même temps aussi peut-être de leur couvrir certaines responsabilités que les Nations Unies ont eues jusqu'à présent, parce que les Nations Unies, en reconnaissant le gouvernement à Port-Soudan, d'une certaine façon, c'est lier les mains pour un accès humanitaire à grande échelle du côté du Darfour en passant par le Tchad. Alors, quelle lecture vous faites de la déclaration du haut-commissaire aux Nations Unies
États-Unis pour les droits de l'homme. Vous disiez tout à l'heure que la diplomatie avait pris des pincettes lorsque Volker Turk dit que les atrocités commises à Al-Fasher resteront une tâche sur le bilan de la communauté internationale. Alors là, il ne prend plus de pincettes, mais comment est-ce que vous interprétez cette déclaration maintenant? La communauté, les opinions publiques, l'opinion publique internationale a très vivement réagi au massacre d'Al-Fasher. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu un rééquilibrage. Ce qui était prévisible, pardon, Roland Marchal, non? Disons que depuis avril dernier, quand ils ont attaqué les camps déplacés de Zamzam puis d'Abou Chouk, oui, c'était absolument prévisible. Mais évidemment, personne à ce moment-là n'a osé utiliser les superlatifs. Hein, pas plus le Conseil des droits de l'homme que d'autres et que les Américains. Et maintenant, on est là, il y a cette situation. Et donc, cette réunion spéciale, elle a au moins l'intérêt de devoir mobiliser, responsabiliser une communauté internationale, c'est-à-dire des États qui entretiennent d'excellentes relations et avec les Émirats arabes unis et avec l'Égypte, par exemple, hein, notamment les États-Unis. Et ce qu'on voit, c'est que du côté américain, il y a exactement le même type de prise de conscience. Pardon, Roland Marchal, je vous coupais parce qu'il nous reste peu de temps. Il y a ce soutien de ces pays aussi membres de la communauté internationale, ce qui permet aussi à cette guerre de s'installer dans le temps. Vous évoquiez à l'instant, ou un petit peu plus tôt, les soutiens appuyés de certains États étrangers à tel ou tel camp. Ils apportent des armes, ils apportent un soutien, ce qui permet à cette guerre de s'installer, de durer. Oui, bien sûr, il faut absolument le reconnaître. Mais comme le disait le secrétaire d'État américain, le fait que ces parties soient aujourd'hui partie prenante dans le Quad, hein, donc cette alliance de 4 pays autour des États-Unis, fait que peut-être les discussions vont être beaucoup plus franches, disons les portes étant fermées, et qu'on arrivera aussi à un accord régional qui ne sera sans doute pas formulé publiquement pour diminuer le soutien et puis surtout forcer les intervenants armés au Soudan à accepter un cessez-le-feu, les corridors humanitaires et puis peut-être aussi la reprise d'un minimum de reconstruction des infrastructures civiles qui sont indispensables à la population. Hein, les hôpitaux, les écoles qui ont été détruites ou pillées par les uns ou les autres. Est-ce que lorsque vous évoquez la possibilité, l'urgence du cessez-le-feu, est-ce que la proposition pourrait venir des Américains? Le chef de la diplomatie américaine appelait hier à arrêter de livrer des armes aux paramilitaires. Est-ce que ça pourrait venir des États-Unis? Oui, les États-Unis, depuis le mois de juin, ont, annoncé une espèce de feuille de route hein, qui serait un cessez-le-feu, une trêve humanitaire pendant 3 mois, qui permettrait de discuter un processus politique qui, se mettrait en place durant les 9 mois suivants et qui aboutirait à un passage de relais de ce gouvernement, du gouvernement actuel et des RSF à un gouvernement civil. Alors évidemment, ces données, ces termes, ces périodes peuvent être complètement chamboulées, mais il est très clair que les Américains ont une certaine vision de là où ils veulent aller. Cette vision est partagée, il faut le dire, par un certain nombre de pays comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Il y a beaucoup plus de réticence du côté égyptien, mais malgré tout, on voit bien qu'il y a une espèce de lente convergence, en tous les cas, vers l'idée que la situation actuelle est inacceptable, qu'il faut évoluer, qu'il faut aider la population civile et qu'il faut reprendre des discussions plus simplement à un niveau humanitaire, mais à un niveau politique. Ce sont des avancées compte tenu du fait qu'il n'y avait rien jusqu'à présent. Est-ce que ça suffira? C'est l'avenir qui nous le dira. Merci beaucoup, Roland Marchal. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.